Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce grand forum. Un grand forum qui va nous faire remonter le temps, un grand forum qui va nous faire réfléchir sur notre histoire, réfléchir aussi sur notre quotidien et sur notre avenir. On va parler de Serge Van Blanfouc. Beaucoup d'entre vous, parmi les plus anciens, l'ont connu comme professeur, d'abord au lycée Félix Éboué, puis chargé de cours dès 1987 à l'Université des Antilles de Guyane, enfin professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Guyane. Serge Van Blanfouc donc a traversé et a écrit 50 années de notre société. Sa bibliographie est riche. J'étais étonné du nombre, en travaillant sur cette émission, du nombre effectivement d'ouvrages qu'il avait écrits, coécrits, publiés en tous les cas. Donc riche depuis son histoire. Je crois que c'est le premier bouquin qu'il avait fait, son histoire de la société guyanaise, qui avait été publié en 1987, à son dernier ouvrage, de ma connaissance, Histoire de la Guyane, du temps des Amérindiens à la crise de mars-avril 2017, publié le 18 juillet 2018. Serge donc a posé son regard sur l'histoire et sur l'évolution de la société guyanaise à travers toutes ses dimensions. L'Université de Guyane lui a rendu le mois dernier un hommage appuyé et intelligent. Vaut toujours mieux le faire du vivant que quand on a disparu. Donc un hommage appuyé avec notamment la parution d'un ouvrage remarquable, un ouvrage collectif qui regroupe l'essence de tous les essais de cet historien sous la direction de nos deux invités. Il y en a une qui est déjà là, l'autre que nous attendons. Ma volonté était de combler un vide, de donner au pays où je suis né les moyens de connaître son histoire. Si l'on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas qui on est. C'est ce que déclarait ému ce soir-là l'illustre récipiendaire. Alors Isabelle Iderkrivski et Jean Momou. Alors j'ai écrit tous deux anciens élèves, mais ce n'est pas le cas d'Isabelle qui est avec nous. Bonjour Isabelle. Voilà, qui est avec nous. Peut-être que c'est celui de Jean Momou, on lui posera la question quand il nous rejoindra en plateau. Donc aujourd'hui, en tous les cas, c'est sûr, tous les deux sont enseignants-chercheurs à l'Université de Guyane. Tous les deux ont côtoyé évidemment Serge Van Blanfouc. Et ils viennent témoigner de l'importance de son œuvre et de son utilité pour la Guyane de demain. Donc bonjour Isabelle Iderkrivski. Bonjour. Merci d'être présente. Je disais qu'on a... Merci. Pardon? Merci pour l'invitation. Merci beaucoup. Oui, oui, je vous en prie. On attend aussi impatiemment l'arrivée de Jean Momou, son collègue à l'université. Pourquoi? Parce que vous êtes tous les deux Mm. co-directeurs de cet ouvrage collectif. Dites-nous d'abord pourquoi cette reconnaissance donc, de l'œuvre de Serge Van Blanfouc. Alors c'est parti de Jean Momou lui-même, qui m'appelle pendant le mouvement social de 2017. Et il vivait en Guadeloupe à l'époque. Mhm. Et il me dit, Isabelle, raconte-moi, mais qu'est-ce qui se passe au pays? Qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ton analyse? Et on s'appelle souvent comme ça pour débattre sur la société guyanaise. Et on a commencé à discuter. Et au final de ces discussions, en conclusion, il me dit, tu sais quoi, on devrait écrire un livre en hommage à Serge Mamlamfouk. Mhm. Il me dit, parce qu'on ne se remercie pas suffisamment. On ne dit pas suffisamment merci. Et je lui dis, mais Jean, tu as entièrement raison, parce on va trop vite, on prend trop l'habitude de s'enfermer dans nos disciplines et nos activités professionnelles, sans prendre le temps de se retourner, de regarder quel chemin a été parcouru, et puis grâce à qui, et puis qui a ouvert les portes aussi, qui a ouvert la voie, qui a inspiré. Et c'est de là, justement, de cette idée de Jean qui me dit, on va commencer à travailler sur cet ouvrage, et on a commencé en 2017 la réflexion sur D'accord. l'ouvrage. D'accord, quand on parle du loup, il montre sa queue. Jean Bobou, professeur Bobou, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Parlez bien tout près du micro. Voilà, qu'on puisse vous entendre. Rapprochez-le encore. N'hésitez pas. Effectivement, la technique, effectivement, est celle-là. Alors, je posais la question à votre collègue Isabelle. Bon, première question. Serge Van Blanfouc a été votre prof au lycée? Pas au lycée, mais à la fac. Ah, à la fac, Ah, à ouais. la fac. Il était chargé de À cours au tout Shellcher. début, à À Shellcher. Shellcher. Ah, Ouais. Shellcher, oui, Ouais, ouais. effectivement. Je D'accord. l'ai eu comme prof d'histoire, Oui. à la faculté de Shellcher en histoire. D'accord. Non, mais revenons à une actualité plus récente. Je disais, qu'est-ce que. Et Isabelle Iderkrivski me disait qu'en fait, c'est vous qui êtes à l'initiative de l'apparition de cet ouvrage que vous avez célébré le mois dernier en présence de Serge Van Blanfouc. Et je voulais savoir pourquoi. Ben oui, je pense que c'est comme elle l'a indiqué, et je te remercie beaucoup et sincèrement, Isabelle, d'avoir accepté cette idée parce que c'est venu comme ça. Il dit, mais tiens, Isabelle, qu'est-ce qu'on peut faire?
parce que Serge Mamlamfouk a beaucoup contribué dans le cadre de la connaissance de l'histoire de nos territoires, des peuples qu'abrite ce territoire. Et donc, elle m'a dit oui, et puis on a commencé à faire ce travail-là, puisqu'il faut toujours laisser des traces. Et Isabelle disait quelque chose, on ne reconnaît pas souvent ceux qui ont fait en sorte que nous soyons. Mmh. Et ça, c'était notre démarche, en fait. Mmh. Et vraiment, bon, je pense que le résultat est vraiment positif, puisqu'il y a tout de même, les collègues ont accepté de jouer le jeu, parce qu'ils auraient pu dire non, non, ça ne m'intéresse pas. Mais là, ils ont joué le jeu, et puis on a essayé de publier ce texte-là qui va servir à la Guyane, mais aussi aux habitants de la grande région. Mmh. Parce que ça aussi, c'est une des grandes difficultés. On vénère les voisins. Le Brésil, c'est bien, hein, monsieur Le Pelletier. Le Suriname, c'est bien. Le Venezuela. Mais qu'est-ce qu'on connaît de ces territoires-là? Et dans le cadre de cette production, Serge Mamlafouk nous a conduits vers ces chemins-là. Et il a exploré ces chemins-là. Mmh. Voilà. Tout à fait. C'est vrai que cette coproduction a été écrite à plusieurs mains, où il y a Oui. beaucoup de participants. Et le clin d'œil appuyé de Jean Momou au Brésil, c'est que vous avez des co-auteurs brésiliens dessus. Exactement, c'était ça l'idée aussi, c'est de montrer non seulement la diversité de nos approches sur le plateau des Guyanes, et de montrer les convergences aussi. C'est-à-dire qu'on peut travailler en étroite collaboration, mais en quoi ça va servir aussi à notre réflexion en Guyane. Mmh. Et ne pas être guyano-centré non plus. Donc bien prendre conscience que ce qui se passe ailleurs peut nous inspirer, mais peut aussi nous instruire dans le sens où c'est justement un modèle à ne pas reproduire. Parce que ça aussi, très peu souvent, on fait l'analyse de ce qui nous vient de l'extérieur en pensant que tout est formidable à chaque fois. Et on s'en rend compte, hein, cette aspiration de l'extérieur par la Guyane se fait des fois sans filtre. Et ça, c'est vraiment problématique. On se dit, ben tiens, comment les autres perçoivent ce plateau. Et les collègues, d'ailleurs, on a un collègue qui a écrit dans sa langue, on a eu un grand débat là-dessus, faut-il ou non Oui, traduire. oui. C'est un peu comme un film. Hein, est-ce que le doublage est mieux que la version originale? On va dire, ben, quand même, la version originale est C'est toujours mieux, meilleure. meilleur. Voilà. Bah, très bien. Alors maintenant, on va y revenir, hein, sur tous ces thèmes et notamment sur le parcours. Donc très riche, hein. J'étais étonné du nombre de publications qui portent la signature de Serge Et Mamlamfouk. pourtant, vous êtes Guyanais. Et je suis complètement guyanais, Vous oui, l'avez Jean pas lu. Momou. Ah, je ne dis pas que je n'ai pas lu. Je n'ai pas tout lu, mais j'étais étonné. Par exemple, enfin, on a un certain nombre de couvertures, beaucoup de Guyanais, comme vous dites, pour découvrir. Mm. J'ai découvert le Chambo, là, je vais aller l'acheter, je vais Mm. aller le trouver, parce que j'ignorais. Mhm. J'ignorais. Allez, revenons à ce qui nous intéresse. Alors, si on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas qui on est. Hein, les Guyanais. Si on ne connaît pas son histoire, on ne sait pas qui on est. C'est Et on ce que... invente des identités. Et en plus, on invente des identités. C'était Jean Momou qui dit. Ça, la première phrase, c'était Serge Mamlamfouk. La question que je voulais vous poser à tous les deux, c'est est-ce que l'histoire forge le futur de notre société? Jean Momou. Isabelle. Ah, alors, là, allez. Oui, Isabelle, il a parce réussi. que oui, bien sûr, parce qu'on est dans un continuum. C'est-à-dire qu'on n'est pas né hier et puis on découvre le monde. Il y a vraiment une histoire, un héritage, parfois même totalement invisible, inconscient. Et beaucoup de familles, d'ailleurs, découvrent avec le temps, et même en arrivant à l'université par l'intermédiaire de nos cours, on a beaucoup d'étudiants, on voit arriver des fois en 5e année d'études, qui ont les yeux qui pétillent parce qu'ils sont en train de découvrir leur histoire familiale à travers nos cours. Et là, ils nous regardent, ils font « Oh, je comprends mieux, ah, c'est pour ça !» Donc là, oui, on se rend compte que cette histoire leur permet de mieux s'ancrer dans le présent et de se projeter dans le futur. D'accord. Et c'est ça notre profession, c'est pour ça qu'on est passionné, hein, c'est qu'on se rend compte de l'intérêt que ça porte là aujourd'hui pour cette génération, parce que nous avons reçu cet enseignement qui nous a ouvert un peu, moi je dis souvent, l'enseignement de l'histoire de la Guyane, l'anthropologie de la Guyane, ça m'a ouvert des portes que j'ignorais totalement dans mon cerveau. Je dis, voilà, là, il y a cette porte, je ne savais même pas qu'elle existait. Alors c'est notre métier, hein, c'est vraiment ça, c'est d'ouvrir et qui te permet de te projeter dans l'avenir et pas être passéiste. C'était mieux avant, comme c'était formidable avant. Non, parce que nous, on sait très bien que avant, il y avait des tensions aussi, il y avait des difficultés également, et on en parle dans nos travaux. Ouais, donc vous avez pratiquement répondu à la question à laquelle que je destinais entre autres à Jean Momou, parce que ce que je voulais dire, l'ancrage historique, quelquefois c'est un frein Oui, pour avancer. c'est quand même, il faut quand même avoir un ancrage.
dans le passé, ça c'est certain. Alors, parce que cet ancrage évite aussi à fabriquer des identités qui conduisent l'individu à sa perte. L'idée du simulacre identitaire, il faut l'éviter. Même si on sait qu'on est constitué d'identités multiples, mais l'identité virtuelle, ça ne peut pas aider l'individu. Et ce que ma collègue a dit là, c'est vraiment intéressant, le fait que nos enseignements aient des répercussions au niveau de nos étudiants. Et surtout en Guyane, l'idée d'une meilleure connaissance des éléments qui ont structuré le passé de la Guyane ou le passé de chaque groupe. Et ces éléments-là sont très importants à connaître parce que sinon, on construit une vision, une vie en Guyane qui n'est pas, cette vie n'est pas assise sur du dur, mais du sable mouvant. Et en Guyane, on a ce gros problème-là où certains vont dire que oublie l'histoire, oublie la mémoire, mais réinvente une mémoire qui fait partie des oublis reconstruction. Et donc ça aussi, il faut qu'on soit vigilant par rapport à ces éléments-là. Bon, en gros, pour moi, l'histoire, c'est ma discipline, mais aussi Oui. l'anthropologie. Hein. Oui, 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 ouais. Les L'histoire deux, est vous êtes vraiment assez proches. Hein. une discipline nécessaire pour notre Guyane. Parce que si on essaie d'oublier, c'est pas mal, mais Alphonse Dupran parle du surgissement de l'inattendu. L'histoire revient de façon inattendue. Même si on n'en parle plus, vous allez voir dans 10 ans, il y a un réveil. Et là, on a du mal à saisir les données, la portée de cette histoire. Comment comprendre aujourd'hui que, par exemple, les engagés indiens qui avaient connu une fusion avec la population créole localement, aujourd'hui, revendiquent l'histoire de leurs aînés, etc. Appartenance Comment historique. comprendre, Oui. par exemple, le surgissement, pas de surgissement de l'inattendu, des Saint-Luciens. La personne, pour nous, Saint-Lucien, s'était fusionné avec la population créole locale. Ouais. Aujourd'hui, il y a des conférences, il y a des colloques, parce qu'il y a certains groupes souhaitent aussi avoir une présence dans l'espace public de son histoire, être reconnu aussi par les institutions. Alors, on va y revenir hein, dans les détails en deuxième partie. Hein. Je vous rappelle qu'en deuxième partie d'émission, vous aurez le bonheur d'avoir nos auditeurs donc, qui vont intervenir directement, toutes celles et ceux qui s'intéressent justement à la place de l'histoire dans le devenir, dans la fabrication, parce qu'on est encore en cours de fabrication de la Guyane de demain. Donc, pourront vous poser très très directement leurs questions ou vous donner leurs sentiments. Je disais qu'on allait y revenir parce que là, on parle de l'œuvre de Serge Mamlamfouk. Alors, une question peut-être un peu difficile. Dans cette œuvre large, hein, je disais, je sais plus, j'ai pas compté, mais je crois qu'il y a franchement presque 50 ouvrages hein, qui ont été publiés. Hein. C'est énorme, hein, pour quelqu'un qui est encore avec nous. On le salue d'ailleurs. Hein. Il doit nous c'est notre écouter ou nous métier. regarder. C'est notre métier. Voilà. On fait que ça. Quels sont les ouvrages saillants ou l'ouvrage saillant que vous retenez? Jean Momo m'a dit que je n'ai pas tout lu, C'est vrai, mais vous avez dû en lire un certain nombre, en tous les cas, vous en connaissez un certain nombre. Chacun, l'un et l'autre, hein, pas peut-être le même. Bon, moi, par exemple, c'est l'histoire de l'assimilation. L'histoire de la Des civilisation. Antilles et de la Guyane. Ça, bon, j'ai eu ce cours-là. Et en même temps, l'ouvrage qu'il a publié sur cette question-là, franchement. Et puis la Guyane au temps de l'or et la francisation, là aussi, et un article qu'il avait publié dans le cadre d'un ouvrage que j'ai coordonné sur l'image du marron, du barbare au héros. Hein, aujourd'hui, c'est le fameux l'archétype Chambo, de la là. résistance par excellence. Donc voilà, donc ça me permet de voir aussi l'évolution de avant que Jean l'image ne les cite tous. Non, il y en a mais beaucoup. Hein. Il y en a, c'est vrai que lorsque moi j'ai commencé ma thèse en 98, c'est vraiment l'histoire de l'or et de la francisation. Ça m'a vraiment aidé à comprendre parce que ma thèse portait sur la construction identitaire des créoles de Cayenne et c'était incontournable pour pouvoir comprendre comment Cayenne et l'identité des créoles de Cayenne s'étaient construites autour de l'orpaillage. Et c'est un sujet qu'on maîtrise très peu. Je me suis rendu compte que non seulement j'ai appris beaucoup, mais j'ai surtout découvert à quel point l'or et l'orpaillage avaient façonné l'identité des créoles. Et je décris dans ce travail de thèse l'or et comment les bijoux rentrent dans la construction identitaire. Il était impossible pour un Cayennais de sortir sans ses bijoux.
et comment d'ailleurs les Indiens ont aidé, ont contribué, c'est très bien la question indienne, parce que le filigrane a été importé, c'est un savoir-faire des bijoutiers indiens. Indien d'Inde, hein, je Voilà. précise, hein, Oui, pas ah non, non, amérindien. ouais, bien sûr. Non, 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 mais je Oui, veux oui. dire oui, tout à fait, oui, Voilà, oui. cette immigration indienne apporter sa contribution dans la fabrication des bijoux. Oui. Aujourd'hui, filigrane qu'on va considérer comme étant créole, ben non, c'est un savoir-faire importé d'Inde que les bijoutiers vont intégrer dans leur savoir-faire. Et c'est vrai que dans ces années-là, malheureusement, ça a un petit peu disparu. On espère que ça va renaître. La bijouterie guyanaise Ah là avait là! toutes ses lettres de noblesse, hein. Exactement, oui, c'est Toutes ses là lettres qu'on de voit noblesse. les bijoutiers de Sinnamary Par exemple, particulièrement. évidemment, Ah oui, Sinnamary étant la voilà, commune effectivement des ouais. bijoutiers de Guyane. Alors, revenons un petit peu sur cette œuvre. Moi, j'ai noté hein, plusieurs points. Vous allez me dire si je me trompe. Hein, je suis pas. Enfin, j'ai noté dans l'œuvre de, de Serge Mamlamfouk une approche avec une transversalité géographique, volonté de parler de la transversalité culturelle de notre société et historique aussi. Des histoires, parce qu'il n'y en aurait pas qu'une. Alors tout ça, ça fait le fondement des écrits de Serge Mamlamfouk. À titre d'exemple, il a beaucoup écrit sur, peut-être parmi les premiers, sur cette notion de plateau des Guyanes, Mm. plateau des Guyanes à la Caraïbe et à l'Europe. Il a aussi écrit beaucoup, on en a parlé, sur l'histoire de la colonisation jusqu'à, c'est moi qui dis, l'indépendance, en tous les cas la Guyane de demain. Et puis aussi, on a parlé des relations entre les peuples autochtones et Bushinangé et de la société créole. Vous rêvez de l'indépendance alors? Je rêve de l'indépendance. Ah oui, oui. Parce que C'est vous pas allez un dire rêve. jusqu'à l'indépendance. C'est pas un rêve. Non, mais l'indépendance en histoire Ah, hein, a une notion bien spécifique. Mais on en débattra un jour si vous le souhaitez. Hein. Mais effectivement, l'indépendance en histoire a une notion bien spécifique. Alors, ce que je disais, c'est que ce contexte général, ben, on peut en parler d'indépendance. Est-ce qu'il résonne encore aujourd'hui? Parce qu'il a commencé à travailler dessus en 86-87, je crois, enfin à publier en tous les cas. Et puis, est-ce qu'il résonne encore aujourd'hui? Cette transversalité, par exemple géographique, est-ce qu'elle est caractéristique de notre société d'aujourd'hui, de notre histoire d'aujourd'hui? Ah oui, mais là, on ne parle que de ça, toutes ces mobilités qu'on appelle migration, immigration, c'est l'histoire même du plateau des Guyanes. Mmh. Quand on regarde l'arrivée des autochtones, on peut retracer leur parcours. Tous les ancêtres des autochtones actuels, mais on retrace vraiment leur parcours. Par où sont-ils passés avant d'arriver dans cette zone du plateau des Guyanes située entre le Maroni et l'Oyapock, qu'on appelle aujourd'hui Guyane française parce qu'il y a eu d'autres Guyanes. Mais la question de mobilité, de la transversalité, elle est au cœur même de notre recherche. Parce que Jean et moi, on a un point commun vraiment, c'est qu'on ne se limite pas à notre champ disciplinaire. Mmh. À chaque fois, on va s'inspirer des travaux, non seulement des géographes, des linguistes. Ça va nous permettre justement d'ouvrir ce champ et de voir comment la population guyanaise s'est construite. Parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu trop tendance, et on l'a dit déjà, à cliver et à se replier sur soi. Ça, c'est problématique parce qu'aujourd'hui, par exemple, d'un point de vue linguistique, on va considérer que vous parlez une langue, vous faites partie d'un groupe. Alors que les linguistes vont nous dire, ben non, on peut être bilingue, trilingue, quadrilingue. Est-ce qu'on appartient à 4 groupes, à 5 groupes, à 6 groupes? Donc ça ne peut pas se définir juste par ma maîtrise d'une langue. Mmh. Et nous, on va travailler justement sur ces questions pour montrer que l'identité, elle va se construire par ces interactions, par cette mobilité. Et ça fait de nous non seulement ces habitants du plateau des Guyanes, sur lesquels beaucoup de chercheurs vont travailler. On va trouver d'ailleurs l'origine de beaucoup de pratiques sur le plateau des Guyanes, mais aussi notre singularité. Ça fait aussi notre singularité. Parce qu'on Mmh. ne ressemble quand même pas à tous les autres habitants du plateau des Guyanes. Ça, c'est sûr. Jean Momou, moi, je voudrais un peu la même question. Si vous voulez réagir un peu plus sur la transversalité géographique dont vient de parler Isabelle, mais venir sur la transversalité culturelle, des cultures qui, à un moment donné, semblaient coexister, vous l'avez dit tout à l'heure, peut-être au prix d'un effacement, ça c'est moi qui le dis, et qui aujourd'hui semblent être en compétition, je ne vais pas dire s'affronter. Alors, bon, pour revenir à la première question, Oui. je trouve Serge Mamlamfo, qui est comment a évoqué Isabelle, il a ouvert des portes. Hein, tout ce qui touche le bassin amazonien. Bon, aujourd'hui, les géographes ont joué un rôle dans cette ouverture. Et aujourd'hui, avec le laboratoire Minéa,
vous voyez, il y a toujours cette relation avec ce qui se passe autour de la Guyane. La Guyane insérée dans son espace. Et là, c'est une recherche qui a longtemps commencé, mais qui est vraiment active aujourd'hui, hein, avec des coopérations entre les universités du plateau des Guyanes. Alors, est-ce que dire les populations entrent en concurrence, il y a Des cultures. des cultures. Alors, bon, je ne sais pas ce qu'en pense ma collègue, mais avant quand même, les identités étaient vraiment territorialisées. Même si on va au Brésil, on voit qu'il y a c'est territorialisé aussi. Je parle à l'époque, hein. Vous allez au Suriname, on a le même phénomène. Vous allez au Guyana, on a le même phénomène. Et en Guyane française, pareil. Mais je pense, le tournant pour certains, hein, c'est à partir des années 90, où la plupart des peuples qui se trouvaient aux marges des grandes villes, des villes structurantes, eh bien, aujourd'hui, habitent en ville. Et dans la ville, beaucoup de ces populations sont instruites, ils ont accès, les membres ont accès à l'école, font des études universitaires, que ce soit au Suriname, au Guyana, etc. Et du coup, ça change la donne. Parce que la ville, au départ, quand on regarde bien, n'était pas l'espace de vie des populations des marges, que ce soit au Suriname, au Brésil, hein. Ouais. Mais de plus en plus, ces habitants de marge habitent en ville. Et du coup, de plus en plus aussi, on constate qu'il y a une certaine concurrence qui se dessine entre le groupe qui appartenait à une certaine catégorie de population, même les habitants de Sinamari, quand ils venaient à Cayenne, c'est Cayenne, hein. Vous voyez, donc là aussi, ça a fait bouger les lignes. Et puis la mobilité, ma collègue l'a évoqué, joue énormément un rôle. Et puis d'autres populations qui arrivent aussi à l'intérieur. Oui, puis même de Les l'extérieur. territoires changent aussi la manière de se définir par rapport au territoire, par rapport à son groupe d'appartenance, etc. Et du coup, c'est aux hommes politiques d'être vigilants, d'encadrer ces demandes à la fois mémorielles, catégorielles, etc., pour pouvoir gouverner leur territoire. Oui, alors ils ont du travail, parce que la question que je voulais vous poser, c'était un petit peu, bon, je sais pas, ça c'est une opinion personnelle, mais qu'on retrouve dans le dernier ouvrage de Serge Mamlam-Fouque sur l'évolution quand même. Hein, l'évolution. On a connu cette évolution dont a parlé Jean Momou, hein, avec ce regroupement des différentes cultures et autres, mais qui se plaçait quelque part, selon mon sentiment, dans une volonté d'adhérer à une culture qui aurait été, entre guillemets, dominante. Hein, sans la nommer, soyons clairs, hein, bon, alors on n'est plus à nos ancêtres les Gaulois, mais il y a notamment la culture créole, il y a l'influence effectivement de la France hexagonale dans ces éléments de culture qui marquaient un peu toutes les populations qui configuraient notre territoire. J'ai l'impression depuis 2017, mais même 2017 a été on a dit que c'est l'unité 2017, mais ça a été aussi l'affirmation des différences. L'affirmation de la volonté de reconnaissance des différences on va y venir, hein, on parlait de la Guyane de demain. Je voulais vous dire, est-ce qu'effectivement l'évolution n'est pas un peu celle-là? Vous parlez de la Martinique, du Brésil, voire du Suriname, un peu moins me semble-t-il du Guyana, parce que les choses sont bien plus cloisonnées et plus structurées. Vous ne pensez pas que là-bas aussi, regardez ce qui se passe à Belém avec les revendications mondiales, on dira, des autochtones, des peuples amérindiens. À Belém, en plus, ils sont séparés. Mais bon, voilà, question, je suis un peu long, je suis désolé. Et puis on atteint presque la limite. Je vais vraiment vous entendre sur cette évolution, parce qu'on veut parler, en deuxième partie, on veut parler de futur avec vous. Je voudrais qu'on parle de futur, je voudrais qu'on parle d'avenir, et je voudrais que nos auditeurs et téléspectateurs vous interpellent, parce que l'histoire forme le futur, c'est bien de se retourner vers l'arrière, mais c'est bien un peu d'essayer de voir vers où et comment on peut aller. Rebonjour à toutes et à tous et bienvenue à nouveau dans ce grand forum dans lequel on débat, on parle notamment du parcours remarquable d'un professeur historien de Guyane, Serge Mamlam-Fouque. Pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, ils ne doivent pas être si nombreux que ça. Je pense qu'il est quand même très très connu. Et à partir de ses œuvres et de ses ouvrages qui ont été mis en avant par l'Université de la Guyane, avec la publication d'un
un recueil important qu'il faut se procurer absolument, conduit par les professeurs Momou, genre d'un côté, Isabelle Iderkruski de l'autre. Hein. On revient sur les grandes idées qui ont marqué le travail donc, de Serge Van Blamfouc. Alors, on était parti dans une discussion qui nous a failli faire rater la coupure de midi. Et vous rappelez d'ailleurs que vous pouvez maintenant téléphoner. Hein. Vous aussi, vous pouvez participer à cet échange en appelant au 05 94 36 36 06. Vous joindrez donc nos deux invités. La dernière question qui était posée était un peu sur l'évolution actuelle par rapport à l'ouvrage est-ce que cet ouvrage n'est pas encore actuel et ces idées dont on parlait sur la création ou pas d'une identité guyanaise future. Ah, ça, c'est vrai que c'est une question récurrente. C'est même la question sur laquelle je m'étais penchée il y a plus de 20 ans maintenant dans le cadre de ma thèse, parce que je me suis dit, mais est-ce que c'est possible ou pas et comment ça fonctionne? Et en réalité, ça fait déjà une centaine d'années que la recherche a répondu à la question. Par l'intermédiaire de chercheurs américains de l'école de Chicago, un laboratoire de recherche, qui ont mis en évidence, en fait, ils étaient convaincus, c'est eux qui ont lancé la théorie du melting pot. Et ils ont dit l'immigration aux États-Unis a une telle ampleur que quand même on est un peu inquiet pour l'avenir de cette identité américaine. Et ils ont pensé que l'issue, la meilleure issue possible pour les États-Unis, ce serait le melting pot. Et melting pot, ça ne veut pas dire mélange. Ça veut dire idéologie de l'assimilation de la culture dominante. Et ils étaient convaincus que tous les migrants qui allaient arriver aux États-Unis allaient se convertir, s'ils avaient une autre religion, qu'ils allaient forcément se convertir et qu'ils allaient devenir le WASP, le blanc américain protestant. Et c'était vraiment la théorie en vogue il y a déjà une centaine d'années. On est en 1920 quand ça sort, donc plus de 20 ans maintenant, c'est 100 ans, 1920 quand ça sort. Et quand la théorie sort, tout le monde y croit en disant mais oui, bien sûr, pourquoi ? Parce qu'on est dans l'ère de la mondialisation en 1920. C'est l'industrialisation. Donc les histoires de culture, de langue, de diversité culturelle, ça n'a plus aucun intérêt. Parler ta langue maternelle, mais à quoi bon tu vas parler l'anglais? Et ils étaient convaincus, un peu comme aujourd'hui, où j'entends parler de cette fameuse mondialisation technologique, parce qu'aujourd'hui on est connecté, donc forcément on va laisser de côté tout le passé, l'histoire. Et grâce à cette erreur d'analyse, on a pu constater que les choses ne se passent pas. L'homme n'est pas un robot, et puis on reformate le disque, et on lui fait oublier son passé, et on lui dit maintenant tu es un être nouveau. Ça ne fonctionne pas de cette manière. Et cette théorie a permis de mettre en évidence que l'être humain, non seulement il a besoin de répondre à sa question ce que je suis, qui je suis, et que c'est en interaction avec les autres qu'il pourra répondre. Donc plus nous allons rentrer en interaction avec d'autres groupes, plus nous allons vouloir répondre à cette question qui nous est personnelle. Donc on va inventer des contenus culturels spécifiques. Donc on ne va pas chercher l'assimilation et la ressemblance, parce qu'on ne veut pas se fondre dans la masse, on ne veut pas se perdre. Et les migrants qui arrivent encore aux États-Unis, qu'est-ce qui s'est passé? Des sous-groupes sont apparus à l'intérieur des groupes. Donc c'est ainsi que l'être humain fonctionne. Donc l'identité globale, universelle, elle ne nous plaît pas, en fait, elle ne nous rassure pas. Elle ne rassure pas. L'être humain est plus subtil que ça, c'est pas que ça n'existe pas, c'est qu'on n'en veut pas. On n'en veut pas. Parce que ça nous effraie. On nous dit, mais oui, mais on forme un seul Guyanais, on va tous se ressembler. Oui, c'est l'histoire de faire peuple. Et en fait, on dit, non, j'ai pas envie de disparaître. Faire peuple avec S, alors. Alors, Jean Momou, justement, je vous relance sur ce sujet, je sais qui vous passionne également. Oui. Non, mais il faut expliquer à nos auditeurs, nos téléspectateurs, on est en plein de toute manière dans les conversations presque de tous les jours, on baigne dedans, qu'on parle politique, qu'on parle économie, qu'on parle sport, qu'on parle musique, on se retrouve quelque part avec justement ces interrogations, ce que nous dit Isabelle, on ne doit pas avoir peur en fait des différences. Mais non, justement, la Guyane, on peut construire une unité à partir des différences. Hein. Et en Guyane, si on réfléchit bien, si on analyse bien, j'ai comparé, les peuples de Guyane partagent beaucoup d'imaginaires en commun, partagent certains rapports, par exemple, à la nature, à l'alimentation, mais il faut les découvrir et les mettre en évidence. Mais parce que l'idée d'identité... On est plus près du micro. L'idée d'identité racine, et ce que dénonce effectivement
tout monde, Édouard Glissant. Hmm. C'est vrai, ça n'existe pas. C'est l'identité en relation. Nous sommes en relation, en interaction, comme dit ma collègue, avec ceux qui nous entourent. Hmm. Et donc en Guyane, je pense chacun, bon non pas, il faut rester arc-bouté dans son identité, parce que ça aussi, quand on regarde bien, à l'intérieur de la culture créole, il y a d'autres apports, à l'intérieur de la culture bushinengue, il y a des apports, à l'intérieur de la culture amérindienne ou haïtienne, il y a des apports, etc. Mm. Donc, c'est à nous d'être vigilants pour co-construire cette Guyane. Mais se focaliser sur la question identitaire, je pense que ce n'est pas l'enjeu. C'est pas là le problème. C'est ok, il y a d'identités multiples, mais en même temps, et donc il y a des différences. Mais en même temps, comment le politique accompagne ces différents groupes-là? Quand il y a réaction, quand il y a résistance au niveau de la Guyane, c'est parce qu'un groupe estime que il n'a pas été écouté, il n'a pas été entendu. Hmm. Et donc là, les travaux de Michel Vieux-Viorca nous Hmm. aident beaucoup, et même les travaux de ma collègue ici, d'Isabelle, ici présente. Ces travaux nous accompagnent, nous aident à comprendre la fabrique de nos identités. Et quand on lit Serge Mamlamfouk, là encore, on a des données sur l'évolution de ces identités. Il faut comprendre l'évolution de ces identités, comprendre pourquoi les groupes aussi cherchent à se rattacher à leur identité d'appartenance. Et puis, progressivement, certains essaient d'accepter ce qui arrive. Mais il faut laisser du temps au temps. La construction de la nation française, ça ne date pas de 1848, c'est bien avant. Oui, c'est sûr. Hein? Et la nation française, qu'on dit égale république, c'est une association qui n'est pas exacte non plus. Donc, et en Guyane, eh bien, la Guyane a une histoire jeune quand même par rapport à d'autres territoires au vieux continent. Et donc, il faut laisser le temps au temps pour que les gens puissent digérer aussi certaines choses. Parce qu'il y a des gens qui ont du mal à digérer certaines choses, certaines avancées de certains groupes qui étaient en arrière et qui essaient d'aller vers de l'avant. Bon, ça aussi, ce sont des choses à accepter. Hmm. Les Syro-Libanais, enfin, les commerçants chinois qui sont ici, puis là aussi, l'immigration chinoise a changé de modèle aussi. Hein. Oui, Là aussi, oui. donc Quelque là temps. aussi, il faut prendre en compte ces éléments-là. Hmm. Quand on dit je vais au Chinois, mais le Chinois n'a pas de nom alors. Oui, ce sont des expressions effectivement qui remontent, et ça aussi, elles sont un peu historiques, mais elles s'expliquent. On ne dit pas je vais au Chinois quand on va spécialement, je sais pas moi, au Suriname ou autre, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, revenons maintenant, quelque part, par rapport à votre approche commune, sur cette nécessité de respect des identités de chacun pour former une éventuelle identité, si tant est qu'elle puisse exister demain. Néanmoins, je ne parle pas d'identité, je parle d'entité. Entité Guyane. Alors, qu'est-ce qui nous rassemble? Les frontières, le côté territorial des écrits de Serge Mamlamfouk frappe aussi. Hein, parce que Serge Mamlamfouk est un des premiers à avoir examiné la Guyane à l'échelle de la Caraïbe jusqu'à l'Amazonie. Parce qu'il y a toujours, hein, et encore aujourd'hui, on se pose la question, d'ailleurs dans l'action politique, on peut se poser la question, est-ce qu'on appartient à la Caraïbe ou est-ce qu'on appartient à l'Amazonie? J'ai l'impression que là, on s'affronte peut-être pour rien. Bon, bien que je crois qu'avec la COP de Belém, on ait décidé de rejoindre à nouveau l'Organisation des États de l'Amazonie, et bien qu'on n'abandonne pas le fait qu'on veuille appartenir aussi au marché commun de la Caraïbe. Mais vous, est-ce que c'est donc ce côté territorial qui pourrait quelque part porter un dessein commun? Oui, c'est compliqué parce que c'est réducteur en même temps. Oui. C'est lorsqu'on voit les différentes vagues migratoires depuis les premiers temps de la colonisation française, je ne parle même pas des autres périodes d'occupation du territoire. C'est déjà l'installation des premiers Français. Lorsqu'on voit les différentes vagues migratoires qui sont constitutives vraiment de l'histoire du peuplement de la Guyane, tout le monde ne vient pas de la zone géographique délimitée telle qu'on la voit Caraïbes, Amazonie. Donc, alors on les exclurait de cette construction identitaire, de cette définition. Lorsqu'on parle des populations asiatiques, on a parlé des Indiens, on parle des Chinois,
On parle des Hmong, parce qu'on les exclurait. Donc, c'est la territorialisation, elle est quand même, c'est un facteur limitant. Donc, c'est toute la question, elle doit se poser sur, je pense, sur un volet plutôt économique, qu'on oublie très, très, très souvent. Parce que la question de l'identité, on la pose surtout sur des bases politiques. Alors, il nous faut des symboles forts, le drapeau, la chanson, le costume. Finalement, tout ça reste très, très, très superficiel. Mhm. Alors que la question véritablement économique, et c'est là qu'on se rend compte que la Guyane traverse une période extrêmement difficile. Parce que tout le monde a constaté non seulement que la ville de Kourou perd des habitants, ça, lorsque nous on étudie les chiffres, c'est l'une des rares communes d'ailleurs à perdre des habitants. Que la ville de Cayenne, le centre-ville, a perdu des commerçants. Et ben, tout derrière ces questions démographiques se cachent surtout aussi des questions économiques. Et on se rend compte que c'est très peu abordé. C'est-à-dire vraiment comment dans ce territoire, maintenant, comment on va s'insérer économiquement. Lorsqu'on parle de l'insertion de nos jeunes, des difficultés scolaires qu'ils rencontrent, du chômage, qu'est-ce qui se cache derrière? Encore des questions économiques. Mhm. Et on se rend compte qu'elles ne sont pas toujours abordées. Et on va proposer, je travaille beaucoup avec les groupes de jeunes à Saint-Laurent, et on leur dit, mais en fait, tu vas aller dans ce lycée parce que c'est ce que tu veux faire. Et quand on leur demande, mais est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? Ils disent, ben non, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Donc ça, c'est vraiment un engagement économique à long terme en plus, et on se retrouve avec des décrochages. Donc je pense vraiment que cette identité doit passer et se construire avant tout par la réponse à cette question. Ben, économiquement, maintenant, qu'est-ce qu'on va produire comme richesse? Mhm. Et c'est pour ça que je dis l'histoire de l'orpaillage, moi, m'a fascinée, parce qu'on était dans cette période de croissance économique, limite d'autosubsistance, et on arrive en 1931 où tout va s'arrêter. Avec Ouais. la création du territoire de Linini, on dit non, c'est terminé l'exploitation aurifère. Et ça me passionne parce qu'on voit comment, sorti de l'esclavage, quand même, on est en 1848, la pépite qui a été dérobée à Paris, celle qui a été retrouvée, c'est 1850. Mhm. 1850, le rush aurifère, dans la foulée, 20 ans plus tard, c'est une Guyane là qui est fascinante parce qu'elle va construire et s'investir économiquement. Toutes les maisons qu'on admire aujourd'hui qui ont Oui, plus les de grandes 100 maisons de ans, Cayenne, oui. les grandes maisons du littoral, Ah, du littoral, oui, pas que Même Cayenne, oui, c'est les vrai. grandes maisons du Du littoral, littoral, oui, c'est vrai. les Avec communes, Amana, les communes Sidamari, de l'intérieur, ouais. Saül, Saint-Élie, Mm. tout ce qu'on admire aujourd'hui, ben, c'est lié véritablement à cette croissance économique. D'accord. Jean Momou, il faut une intégration donc économique. Bah alors, mais là, c'est presque un Alors, vœu pieux. régional, Économique de tout le monde? oui, par Ah. contre, ce qui engendre le repli identitaire, c'est parce que la personne Mm. ne se sent Se pas sent pas bien. intégrée. Ouais. Mais en général, les débats identitaires émergent chez les groupes où on voit que la situation n'est pas rassurante. Donc là aussi, le volet économique, ma collègue a tout à fait raison. Et si les gens s'insèrent, les débats, les questions, ça devient de la réflexion. Hein. J'ai fait une étude en Guadeloupe où les engagés indiens me disaient, Monsieur Momou, vous croyez dans les années 60 jusqu'à 1990, on était intéressé par l'indianité, etc. Ben non, il fallait nourrir le ventre. Et ils y sont bien Aujourd'hui, arrivés d'ailleurs. voilà, aujourd'hui, Oui. nous avons des intellectuels, nous avons des enseignants, des personnes qui occupent des postes, des postes hein, à responsabilité. Et du coup, eh ben maintenant, ça nous laisse le temps de réfléchir sur ce que nous étions, ce que nous sommes et ce qu'on espère être. D'accord. Et dire, et ça correspond tout à fait à cette logique-là. Donc, en Guyane, il faut ce volet, effectivement, d'insertion. Alors, qu'est-ce qu'il faut produire? Ça, c'est pas mon champ. Donc, ça, Oui, c'est ce que j'ai j'allais pas vous la poser réponse. comme question, parce que Les le problème, politiques vont pouvoir retrouver aider. l'abondance perdue Alors, en ce qui concerne l'abondance, de l'orifère ce que en ma Guyane. collègue, disait, effectivement, il y a des espaces qui ont plus ou moins profité de l'or. Mais je pense que les axes où il y avait de l'or, bon, ben, la situation n'a pas tellement évolué. Certes, il y a une évolution au niveau social des personnes. Je vois les populations du Maroni, lorsque l'or arrive, bon, c'est l'arrivée des biens du
monde colonial et ensuite départemental. Il y a un changement dans leur situation. Mais au niveau construction Hmm. de maisons, je prends l'exemple du Grand Mont Anato, qui était le Grand Mont le plus riche en 1880-90. Bah, il n'a pas laissé de traces quoi, de ce qu'il a. Ah ouais. Bon, voilà, tous les grands monts d'ailleurs, y compris Anato, Diffou, à Wensai. Pourtant, c'était des grands monts qui étaient au cœur de l'activité aurifère. Ben, chez les Sahamaka, pareil, qui sont venus ici. Bon, on regarde Tampak. Tampak, c'est le village de canotiers par excellence. Mhm. Alors, je salue ma doctorante qui travaille sur l'immigration des Sahamaka en Guyane. Pareil, bon, ben, Tampak, il y a la trace. Mais ça n'est effectivement, pas. développement, pas tout à fait, quoi. D'accord. Ça, c'est un problème qu'on va retrouver sur le littoral aussi, Ouais. hein, ce que Jean soulève là. La question de la transmission. Hein. Hmm. Parce qu'on peut citer aussi des grandes familles qui ont fait une belle fortune sur le littoral, tout le long du littoral, et qui ont complètement disparu. Hmm. L'héritage lui-même, parfois même, on voit les maisons s'effondrer. Alors que ce sont les familles, ce sont les notables de l'époque. Et on voit cette transmission, à un moment donné, qui s'effrite totalement. Et c'est là que c'est la question économique qui revient, qui est récurrente. C'est la question de la stabilité aussi, de la transmission, de l'héritage. Parce Ce sont- que, oui, Ce sont peut-être les fameuses leçons de l'histoire qu'on devra tirer si on veut regarder demain. exactement. Alors, je vais vous demander de mettre votre casque parce qu'on a un intervenant qui souhaitait. Allô? Oui, bonjour, Monsieur Le Pelletier. Oui, bonjour. D'Ardeville, hein, c'est ça. Voilà. Bonjour, Madame Hider et bonjour, Monsieur Jean Moumou. Bonjour. Mais c'est logique que ça finisse par disparaître parce que on est en colonie. Du jour au lendemain, on a installé l'ININI. Donc, on a tué ce mouvement qui est en train de naître. Imaginez-vous, en Guyane, il y a eu des Saint-Luciens qui est sorti de chez eux pour venir ici pour l'or. Donc, si ces personnes avaient pu prospérer et on les avait laissés prospérer pleinement, on aurait eu une autre réalité. Sauf le fait d'être en colonie, tu ne peux pas devenir peuple si tu es déjà asservi quelque part. Parce que celui qui règne va tout mettre en œuvre afin que tu ne puisses pas faire peuple. La deuxième chose qui se pose encore en Guyane, on a des peuples qui est déjà peuple chez eux, qui sont venus chercher autre chose ici, que ce soit les Haïtiens, que ce soit les Brésiliens, mais si vous regardez bien leur système, ils sont complètement brésiliens toujours, ils vont voter chez eux, malgré qu'ils vivent ici. Donc, on nous a divisés, mais vraiment divisés, et on a fait un système d'apartheid depuis, si je me rappelle bien, ça doit être ma génération, parce que je pense avec M. Pelletier, je pense pas, parce qu'on fusionnait toujours avec les Amérindiens, mais depuis ma génération, depuis que la politique est rentrée en mouvement avec la décentralisation puis la départementalisation, eh ben, ce phénomène d'apartheid s'est accentué. Et pour terminer, je regarde la ville de Cayenne. Pourquoi les entreprises ferment? Eh bien, parce qu'on a fait la même chose en France. On a mis les grandes surfaces à l'extérieur, en périphérie, et les petites entreprises meurent. Donc, comme il n'y a pas de place pour se garer, il y a toutes sortes de difficultés. Ils ont des grands parkings, ils accueillent tout le monde. Eh bien, les petites entreprises ferment. Et si tu regardes à présent à Cayenne, toutes les familles qui avaient des grandes maisons à Cayenne louent et partent dans les villes dortoirs telles que Montjoly et Rémire et Matoury. Donc, on voit bien que c'est quelque chose de bien ficelé et que nos élus, parce qu'il y a une part de responsabilité, n'arrivent pas à mettre tout ce monde en fusion afin de faire quelque chose de positif. D'accord. Parce que ça va être très compliqué. Merci. Sur ce, bonne fin de soirée. Merci Daniel. On va prendre sur la 2, gardez vos casques, parce qu'on va prendre sur la 2 monsieur Lapoussin. Oui, allô? Oui, bonjour Monsieur Le Pelletier. Bonjour monsieur Lapoussin. Bonjour Madame Hider. Bonjour. Bonjour Monsieur Moumou. Bonjour, c'est là pour ça. Bonjour. Monsieur D'Ardeville a été très clair et très pertinent dans son intervention. Félicitations à lui.
Maintenant, ce qui me concerne, j'ai trois questions. Je serai très bref et j'éviterai d'être prolixe. Premièrement, la France est propriétaire de la Guyane. À quel moment que la France est devenue propriétaire de la Guyane et comment la France s'est appropriée la Guyane? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, est-ce que les Guyanais sont bien du fait de leur appartenance à la France? Et ma troisième question, c'était pour demander à quel moment qu'il y a eu cette prolifération de peuples sylvicoles. Je veux entendre les Yuka, les Aloko, les Samaka, les Paramaka, les Matawai. À quel moment que ces gens-là se sont retrouvés dans ces différentes ethnies-là? Et je vous en sais gré de votre bienveillante et attentive écoute. Merci, monsieur Lapoussin. Bon, on va essayer de répondre. Il y a quelques questions très précises. Il y en a une qui s'adresse, à mon avis, à notre ami Jean Momou plus particulièrement, bien qu'Isabelle s'y connaisse beaucoup sur ce sujet. Mais revenons sur les premières réflexions, celle de Daredevil, et puis après, donc, les questions précises de monsieur Lapoussin. Il y a tellement d'idées en même temps. C'est-à-dire qu'on sent que ça s'entrechoque, hein, d'une certaine manière. Le fantasme selon lequel tout allait bien, une fusion, une harmonie de la population guyanaise. Mais justement, il faut lire les écrits de Mam Lam Fouk pour se rendre compte que ça ne s'est jamais bien passé. Chaque vague migratoire s'est accompagnée de tensions, jusqu'à aujourd'hui. Et aucune vague n'est arrivée dans la bonne humeur. Et là, j'insiste bien dessus en disant que ce n'est pas guyano-guyanais. Il n'y a pas un seul pays au monde qui dit... Alors, je prends un bon exemple. Les Japonais ont 3% de migrants. Ils disent que c'est trop. Ils protestent. Ils disent que... Alors, des fois, on a envie d'aller leur parler. On dit, excusez-moi, vous rigolez ou quoi? Même s'ils vieillissent de jour en jour. Il y a une maison sur 7 qui est vide au Japon. Ah oui. Eh ben, ils préfèrent laisser les Ils maisons ont besoin vides. de main-d'œuvre extérieure. Ils ont besoin de pour main-d'œuvre, ils ont tourner besoin de jeunesse, ils ont besoin de migrants. Ils disent Ouais. 3%, c'est trop. Hmm. Donc tout ça, c'est pour dire, il n'y a pas un pays au monde qui dit venez chez moi, je vous aime, je vous donne tout, installez-vous. Mais non, mais ça c'est humain, c'est vieux comme l'humanité elle-même. Tous les êtres humains, toutes les populations du monde dans l'histoire ont toujours donné des noms d'oiseaux à leurs voisins, leurs migrants. Il y a toujours eu une classification des migrants. Toi tu es ami, toi tu es ennemi, toi tu es barbare, tous ces mots qui arrivent comme ça. Donc déjà, il faut vraiment prendre conscience que l'histoire de la Guyane et les tensions que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'héritage, simplement l'héritage de cette cohabitation à laquelle nous sommes confrontés, dont nous avons hérité, et nous sommes très américains sur ce point. Ouais. Parce que c'est tout C'est le historique. continent américain. C'est tout historique. le continent américain. Vous allez au Canada, les Canadiens sont souvent perçus. Mes collègues canadiens sont très très étonnés quand je leur dis, mais vous savez, vu du sud, vous passez vraiment pour des gens extrêmement accueillants. Tous mes étudiants veulent aller étudier au Canada. Oui, c'est pas faux. Et ils éclatent de rire, ils font, ah bon, nous, accueillants? Mais non, parce qu'il y a des tensions. Les migrants haïtiens, il y a énormément d'études faites sur les migrants haïtiens au Canada Oui. et le mauvais accueil. Hmm. Donc ça, il faut déjà, je pense, Oui, déconstruire. vraiment déconstruire des idées reçues. Oui, sur Je voulais, l'accueil. par contre juste un point à tous les deux, mais peut-être Jean, parce que Daredevil a posé une question. Moi, je voulais vous la poser en imaginant, lui il le dit, nous sommes toujours en colonie. Bon, est-ce que le fait d'être dans un statut particulier, dans une relation particulière avec la France, influe sur le sujet dont on parle actuellement? J'allais apporter une réponse parce que, bon, c'est vrai, on est à la radio, à la télé, donc il faut être prudent au vocabulaire que C'est nous vrai. utilisons. À mon sens, historiquement, la Guyane est devenue un département en 1946, ce n'est plus une colonie. Et ça a été une revendication. Mme Lamfouk le dit, quand on lit les textes de l'époque, même Marie-Josée Jolivet, elle écrit, bon, tu dis, mais il y avait une on le sait. séduction. Donc, il faut admettre ça. On ne peut pas refaire l'histoire. Hein? Et donc, c'est un département, et je pense nos pays voisins et partout dans le monde où il y a eu des indépendances, l'indépendance ne signifie pas
que l'indépendance ne règle pas tous les problèmes. Hum. Je prends l'exemple du Suriname. que Qui va certains fêter son militants- 50e anniversaire que certains, d'indépendance. d'ailleurs, j'ai une la semaine prochaine. intervention le 29, je crois. Ah oui. Que certains militants vénèrent. Mais Suriname, si vous imaginez comment les peuples des marges souffrent, hein, et ce sont des hommes politiques locaux, des femmes politiques locales, et la question de la question foncière, c'est un gros problème au Suriname aujourd'hui. Donc, je suis désolé, c'est pas parce qu'il y a indépendance, eh ben, les problèmes sont réglés. Alors, bon, je peux comprendre le discours d'un militant. C'est dans la logique d'un militant. Bon, mais moi, en tant que chercheur... Mais je peut-être ne que peux ce pas- qu'ils espèrent, c'est, sous couvert d'indépendance, encore un mot qu'il faudrait relativiser, sous couvert d'indépendance, avoir peut-être plus de liberté pour se permettre de dire on va faire émerger, alors pareil, cette identité ou ces identités. C'est la question que je vous pose. Est-ce qu'éventuellement, la relation qu'on a avec la France bloque les volontés identitaires locales? Alors moi, je sais pas, peut-être... Bon, dans l'époque de certains- nos ancêtres les Gaulois, c'est fini ça. Ah non, ça, c'est du discours aussi. Il faut que enfin, entre nous, même Jean-Pierre Sainton reconnaît, militant, devenu historien, il le dit. Bon, c'est une expression surfaite quand même à un moment donné. Mais le manuel qui était publié n'était pas destiné aux colonies en 1880. Non. Il n'y en avait pas. Destiné en France continentale. Il n'y en avait pas, Et puis, il y en avait pas lorsque, fait pour les colonies quand même. Jules Ferry lance cette machine, Ah, Jules eh bien, Ferry. la colonisation commence, eh bien, ces manuels arrivent ici. Hum, Mais aujourd'hui, on lit dans des manuels, dans des livres, des inepties aussi. Ah, Mais est-ce que je suis complètement, obligé de l'accepter? On sait Mhm. très bien. Même si je dis que mes ancêtres sont les Gaulois, je sais très bien que mes ancêtres ne sont pas les Gaulois. Donc, à un moment donné, il faut dépasser ce discours-là. Alors, pour le militant, c'est intéressant. Mais dans la réalité, il faut quand même nuancer. Le Guyanais savait très bien qui il était. Hein? Bon. Oui. Tu savais pas qui tu étais même si tu avais le coup. Non, non, je savais, on Gaulois. savait, Bon. on en parlait avant d'entrer. Bon. On Oui, savait qu'on oui, n'était on pas sa- gaulois. Je reviens. Donc là, On il savait faut que peut-être Vercingétorix ne nuancer. faisait pas partie Voilà. de la famille. Donc il faut nuancer, même si Félix Eboué récitait tout ça par cœur oui, dans la oui, biographie oui. de Lyric Sophie. Mais bon, il sait très bien. Bon, bref. Et tu sais, Charles Péguy disait quelque chose. Et là, il a tout à fait raison. La plus dangereuse des invasions, c'est l'invasion intérieure. L'invasion intérieure est plus dangereuse qu'une simple occupation. C'est vrai avec une revendication assimilationniste, la politique coloniale. Oui, ça a transformé les gens. Et comme toute histoire du monde, toute histoire est violente par définition aussi. Mais aujourd'hui, quand je compare la Guyane par rapport à nos voisins, je préfère être en Guyane. En termes d'études, au Suriname, y compris au Brésil, combien d'enfants des marges, des afrodescendants font des études? Il y a une étude effectuée par mon collègue Alain Cali dans cet ouvrage de Serge Mamlamfouk, Les enfants de la rue au Brésil. Oui. Quelle est la sociologie des enfants de la rue au Brésil? Donc, il faut quand même faire attention. Dans le système français, moi, il faut analyser en tant qu'historien, les afrodescendants ont occupé des postes de responsabilité dès la première abolition de l'esclavage. Au Suriname, Guyane hollandaise, Guyane portugaise, zéro. Vous voyez? Tout à fait. Tandis qu'en France, il y a eu un cheminement. Donc, on comprend pourquoi les afrodescendants guyanais, antillais-guyanais ont adhéré à l'idéologie républicaine. Alors aujourd'hui, il faut un changement. Eh bien, il faut mettre le processus du changement. Mais un processus bâti sur des choses tangibles, pas des imaginations. Hein? On n'est plus dans l'imagination, même si on a besoin d'imagination pour aller vers l'autre. Et souvent, c'est ça qu'on ignore en Guyane. Imaginer à la place de l'autre pour pouvoir établir une relation, pour pouvoir établir un dialogue. Ça, nous avons besoin. Mais l'imagination politique, non. Alors, ouais, voilà un beau discours, un bel engagement, mais je veux avoir la réaction d'Isabelle Iderkriski. D'ailleurs, sur un plan qui la rapproche de son quotidien, puisque je voudrais lui parler, avant de juste lui poser les questions, on a 2 personnes en ligne, mais lui poser la question par rapport à ce qu'a dit Jean, l'imaginaire, l'imagination, il faut qu'on se forge. On a parlé tout à l'heure, il a parlé tout à l'heure en disant que le temps de la colonie, quelque part, excusez-moi, l'assimilation est terminée, mais l'assimilation politique de l'époque, même si elle continue à mon avis un petit peu aujourd'hui, il y en a une autre qui me paraît beaucoup plus dangereuse,
notamment pour les jeunes, c'est pour ça que je me tourne vers Isabelle, et les femmes, c'est l'assimilation par les réseaux sociaux. Mm. Alors la question que je pose aujourd'hui, est-ce que le combat n'est pas là, notamment dans l'émergence de notre imaginaire de demain? Déjà, une première chose, j'aimerais me rebondir sur ce que Jean vient d'évoquer, parce que il parle de cet imaginaire, moi je parle vraiment de fantasme, c'est le mot que je vais employer, mais c'est pour dire exactement la même chose. Il y a un vrai fantasme. Lorsqu'on va parler aux jeunes, ils fantasment beaucoup. Ils font fantasmer sur l'Europe, sur la France, sur Paris, sur les États-Unis, sur l'ailleurs, sur l'herbe qui est plus verte ailleurs. Et c'est vrai que les réseaux sociaux n'ont pas à arranger nos affaires, parce que pour éduquer, alors que l'information est simplifiée, ça dure quelques secondes, et c'est tellement beau, c'est tellement merveilleux. C'est très difficile de faire pendant 2 heures une démonstration, 2 heures de cours magistral, une démonstration. Ils vont s'ennuyer parce que le cerveau n'est plus du tout habitué à avoir cette attention pendant 2 heures. Je regardais d'ailleurs une journaliste qui parlait justement, qui évoquait ces difficultés aujourd'hui à lire un livre jusqu'au bout. Parce que il y a un résumé quelque part, forcément je vais trouver un TikTok qui va me faire un petit en 30 secondes. Donc c'est extrêmement difficile, nous, d'arriver avec une ancienne version, vraiment, du discours et puis surtout de l'analyse, parce qu'on va aller vers la démonstration. C'est pour ça qu'on parle aussi longtemps, parce qu'il y a tellement de choses à dire, c'est-à-dire que c'est pas si simple. Et à chaque fois on nous dit oui, mais en 3 secondes il faut répondre. Et on est en concurrence aujourd'hui avec des influenceurs, des créateurs de contenu qui ne sont pas du tout experts. Et même des intelligences artificielles. Des c'est intelligences Qui artificielles sont capables d'effacer tout Ah, ce qu'on a complètement. écrit. On a écrit. Exactement. Et qui quelquefois ont raison d'ailleurs. Et pour reprendre, Plus voilà, que nous. pour la question du fantasme, je vais prendre un exemple. Oui. Je prends un exemple, c'est l'exemple des rythmes scolaires. Moi, je suis Voilà. d'une génération Question d'actualité. qui ne commençait pas l'école pendant la saison sèche, c'était les grandes vacances. Et au début des années 80, le calendrier scolaire a été modifié. Berthen. On a vécu Luminaire. en direct cette modification. Les grandes vacances ont été réduites et on a commencé l'année en septembre. Et j'en parlais à des enseignants qui me disent, tu vois, c'est pour ça qu'il faut une évolution statutaire. Parce qu'il faut remettre... J'ai dit, mais attends, mais moi, ma génération, elle a connu ces rythmes scolaires. Ouais, Je suis en train de te ouais. raconter ce qui était fait avant. Ouais. Ça existait déjà. J'ai pas besoin de la politique, en fait, pour pouvoir... Voilà, pour D'autant changer. plus que ce sont souvent ces acteurs qui demandent de changer, qui refusent de changer quand ils se rendent Autre compte que ça va chose, changer leur peut-être méthode de vie. pas pour que le monsieur soit pas fâché, qui a posé une question sur la... Voyez le mot prolifération des bouchers. Oui, il a dit c'est- prolifération en tous les cas. Oui, il faut faire attention aux mots qui sont employés. Hein. Alors oui, répondez Oui, à la à quel question. moment ces groupes... L'histoire. Il a posé la question. Oui. Voilà, les si arrivées de je ces fais groupes. vite, On a la les Boni réponse. arrivent en Guyane française sur le Maroni en 1776. Les Djuka, avec l'activité aurifère, s'installent dans le bassin du Lawa, Mhm. à Grand-Sentier, autour de Grand-Sentier. C'était des orpailleurs Saint-Luciens qui avaient là. Hein. Ouais, Grand-Sentier est une création des Saint-Luciens. Saint-Lucien au aussi, hein. départ. Et les Boni, alors ensuite, les Djuka, donc vers les années 1880, les Sahamaka arrivent aussi en Guyane vers ces années-là, les années D'accord. 1880-1890, à Sinamari, Irakubo, Saint-Georges, etc. Donc après, les Pamaka également, dans les années 1880, avec l'activité aurifère, s'installent du côté français en fait. Parce que c'est là il y a J'étais en l'argent, c'est là face, il y a, ouais, oui, ouais. voilà. Et puis le changement, c'est la guerre civile du Suriname. C'est ça. Qui est, soi-disant, vous voyez, l'indépendance, hein, c'est bien, changement de statut. La guerre civile du Suriname, la révolution boutersienne a abouti à cette guerre civile Ouais. entre ethnies. en Ethnie, fait. c'était une Voilà. guerre ethnique, faut Voilà. franchement pas Oui, l'oublier. Hein. donc, bien sûr. Et attention, quand on dit ethnique, c'est pas blanc contre noir. Ah, hein. non, C'est créole contre vous. Voilà. Hein. Donc, Voilà, il il faut y a s'en tout souvenir, ça, hein. non pas on imagine ça pour la Guyane. L'historien ne Faut parler ne fait plus pas près une du micro. histoire imaginative. Merci. Hein. Donc, mais s'il faut dire un petit peu, il faut évoquer cette problématique-là. Donc, là, après les 86, ils arrivent, hein, les Surinamiens, mais ce sont des populations du cas, y compris les Amérindiens Kalinia et Arawak arrivent aussi en Guyane française pour certains, notamment à Wala Yalimapo, etc. Donc, c'est très important de souligner cet aspect-là. Mais l'idée de prolifération, je trouve le vocabulaire un peu sévère. Le Voilà. vocabulaire était sévère, D'Ardeville l'entendra et y répondra.
Non, on a- surtout que ce peut-être sont c'est des pas ça il voulait populations dire, hein, qui sont qui des contribue. Non, populations- mais Hein. en tous les cas, il aurait eu. Le marché de Saint-Laurent ne fonctionne pas s'il n'y a pas les mangues et les populations de Kotika. Non, mais ça c'est Mais sûr, en mais il n'y a tout cas, pas ils que n'ont Saint-Laurent ils qui n'ont pas fonctionnerait pas attendu sans les d'arriver en populations Guyane pour arrivées. exister. C'est Tout à ça fait, qui est tout à extrêmement fait. important. Non, mais en plus, ces dates qui sont données et qui sont, à mon avis, portées à la connaissance de beaucoup de Mm. Guyanaises et de Guyanais qui nous écoutent ou qui nous regardent, sont importantes. Mais Regardez oui. les dates, hein, on peut les redire. Franchement, Ouais. c'est le Mais les- 19e les- siècle. les- Oui, clans, c'est 1776, pas il y a 19e siècle, Et il y années a 80. les clans que nous connaissons aujourd'hui, ces clans matrilinéaires, certains auteurs ont bien identifié leur création sur les plantations de la Ouais, Guyane hollandaise Ouais, ouais. avant même leur arrivée en Guyane. Donc c'est une ancienneté. Ma collègue Voilà. a parlé des tensions pour aller vite. Vous savez, dans les années 1910, c'était l'antiophobie. Ah, c'est écrit c'est dans vrai. le journal. Hein. ouais. J'ai ce journal. Il dit c'est pas vrai. L'antiophobie parce que les Antillais prenaient les postes de Voilà. responsabilité, etc. Voilà. Et Alors, donc, cette réaction de la ces population rivalités locale. continuent malheureusement Ben oui. quelquefois toujours. C'est donc historique, c'est important de remonter. Encore une Bien fois, sûr. c'est l'histoire qui fait le présent et qui conditionne notre futur. Alors, on va remettre vos casques parce En qu'on a... partie. Oui, oui, en partie. Parce qu'on a Aline qui est en ligne. Aline, sur la ligne 1, je pense, c'est ça? Oui. Allô? Aline, vous êtes toujours là? Oui, alors, bonjour. Excusez-moi de vous avoir fait Bonjour, patienter tout ça de temps. Hein, mais- Non, mais c'est pas un souci. J'écoute avec beaucoup d'attention ce que vous dites aussi. J'ai une question pour Monsieur Jean Moumou. Monsieur Jean Moumou, comment devrons-nous faire puisque n'étant pas indépendants, nous souffrons. Et si nous réclamons l'indépendance, nous allons quand même souffrir. Donc, que devons-nous faire exactement en tant que peuple qui a toujours connu une espèce de maltraitance, de cruauté même envers nos ancêtres, tout ça? Que devons-nous faire exactement pour dire que nous voulons nous-mêmes décider pour nous-mêmes? Et on voit très bien tout ce qui se passe au niveau des 3 présidents de l'AES. Je prends l'exemple de l'Afrique. Les réseaux sociaux, je ne prends pas pour fantasmer sur tout ce qui ne me rapporte rien du tout. Hein. Je prends ce qui est essentiel quand je vois des luttes que certains peuples mènent, même étant indépendants, pour pouvoir décider par eux-mêmes et pour eux-mêmes, pour l'évolution, pour leur souveraineté. Donc nous qui sommes encore, vous dites que nous ne sommes pas des colonies, mais moi je dirais oui, nous sommes encore des colonies en dessous de la France. Oui, nous sommes encore des colonies, parce que nous ne pouvons pas décider pour nous. Et est-ce que nos enfants à venir, nous devrions aussi les laisser évoluer toujours dans ce même système-là? J'attends votre réponse. Merci Aline. Jean Momou fait débat. D'Ardeville, Toujours. D'Ardeville sur la 2, c'est ça? Ah, Oui, il est D'Ardeville qui revient. Oui. Oui, il a eu. Ah oui, parce que Ah, on m'a C'est un attribué, Marvel, non, on ça. m'a attribué, oui, Oui, c'est pour oui, autant, oui. passer Matt prolifération, Murdock, j'ai celui noté. qui est aveugle, c'est un avocat de jour. Et comme la justice, tu marronnais la justice, t'inquiète pas, lui, il te rattrapait. Bon, bref, revenons. Vous m'avez attribué quelque chose que je n'ai pas dit. Ah. Ce n'est pas moi qui ai parlé Oui, de c'est vrai. d'envahissement, du prolifération, mobile, c'est- machin. là. C'est monsieur- C'est Prolifération, monsieur ça, Lapoussin. je peux Oui, pas. c'est Monsieur Lapoussin. Ah, c'était Bon, monsieur ben, ben, y a Lapoussin. pas- J'ai noté aussi J'ai la noté, mais confusion. bon, après, c'est Eh, pris D'Ardeville, le débat. Mais on est d'accord, messieurs. Fidèle Désolé. Non. auditeur. Voilà. Ça, c'est un. Par contre, excusez-moi, Monsieur Jean Moumou, mais il y a un petit souci dans la petite plantation. Quand tu es assujetti à. C'est ce qui est arrivé au Suriname, vous avez pris un très mauvais exemple pour le Suriname, parce que même si le colon te lâche, mais il est toujours derrière pour influencer, pour gérer, pour que ce soit par des opposants, que ce soit par des personnes qui étaient pour rester sur leur joute, et qu'il se sert de ces personnes-là, étant donné qu'ils ont le pouvoir financier derrière, pour pouvoir alimenter des guerres. Et c'est ce qui s'est passé avec Brunvich et compagnie. Parce que eux, ils avaient dit pourquoi il y a une catégorie qui était bien, qui allait à l'école, et qui avait une autre partie de catégorie qui se ressemble, mais sauf qu'ils n'avaient pas droit à ça. Et le problème qui se pose, comme tout le temps, comme on est dans une colonie, soit on vous lâche et on fait tout pour que vous ne pouvez jamais vous relever, ou soit vous avez des personnes qui tiennent tête et qui a, c'est pas comme Jésus, c'est pas un Messie,
mais que les personnes telles que le Béninois aujourd'hui, que tout le monde parle et compagnie, ils mentent au peuple que c'est faisable, mais il ne faut pas rester à regretter ce qu'on a vomi hier. Et pour terminer, les peuples Aloukou, n'oubliez pas, il y a une partie qui avait marronné et il y avait une autre partie qu'on avait payé pour venir les récupérer. Donc, vous voyez, le colon a toujours fonctionné comme ça. Il y a toujours des personnes qui sont fières. Moi, il y a des gens, des Guyanais, qui sont fiers d'être français. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Mais allez dire que c'est la panacée, non, parce que regardez ce qu'ils ont fait chez eux, regardez ce qu'ils ont fait à côté, et regardez ce qui nous empêche de faire nous. Même pour vous qui enseignez, je termine là, Oui, même pour vous qui enseignez, eh ben, à part certains d'entre vous qui font cette démarche de raconter l'histoire guyanaise, mais dans les livres, que ce soit de la nature, non, on n'a rien. D'accord, merci Daniel de toutes ces réflexions. On va pas rentrer dans des dialogues. Monsieur Lapoussin, néanmoins, est revenu. Donc, Monsieur Lapoussin, oui, vous avez quelque chose à dire? Allô? Monsieur Lapoussin, vous avez quelque chose à dire? Oui? C'est Monsieur Lapoussin? Oui, tout à fait. Allez-y. Tout à fait. Rapidement, s'il vous plaît. Oui, merci. Absolument. Monsieur Jean Momo a dit qu'on ne va pas refaire l'histoire, n'est-ce pas? Mais l'histoire, c'est un éternel recommencement. Hein. Non, refaire l'histoire, ça ne signifie, il n'y a jamais de décalque d'une période à l'autre. Même si on essaie de rejouer la scène, c'est pas la même chose. Bien, les deux philosophes de chaque côté du téléphone s'échangent. On va terminer. C'est très bien. On va terminer avec Patrick. Vous savez, la réponse. Oui, allez-y. En attendant, il y a Patrick. Patrick, patientez un peu. Il y a Jean Mobou qui veut répondre à Monsieur Lapoussin. Non. Allez-y. Parce qu'il y avait une autre question d'un autre auditeur. Ouais, on la prend. On oublie en fait. Allô. Patrick, oui, Patrick. Allô, bonjour tout le monde, bonjour mon mon pays, bonjour mon dans les plateaux. Oui. Et moi j'ai une question qui est assez originale, c'est que à vrai, c'est mon qui l'a fait ou à des historiens. Moi pas historien, moi pas fait étude pour fouiller trop bête, hein. Mais quand même moi j'ai une réflexion. Et en fait, nous avons un contentieux historique qui peut rien régler. Pour ça, nous avons parlé. Parce que nous ne pouvons pas mettre nous dans les bobos. Donc, c'est sûr, nous avons une grosse difficulté à mettre nous d'accord. Mais moi, j'ai une question parce que jusque-là, comme on raconte les autres religieusement, parce que moi, je comprends aussi, parce que moi aussi, j'ai posé mon question. Eh bien, il y a un passage, je ne attendais pas les dire nous, hein. C'est que moi, nous avons parlé là, j'ai l'impression qu'on se dirait, tous ces nègres qui menés ici par la traite des nègres, je ne pas dire par l'esclavage, parce qu'il y a plein de nègres. Donc, tous ces gens qui menés là par la traite des nègres, ils attendent chez eux. Moi, j'ai du mal que ça. Et tout d'un coup, ces gens qui échappent à qui divine créole, moi, j'ai encore du mal que tout ça. Pour ça, moi, je dis, il était bon d'y gagner aussi un débat contradictoire, même si moi, pas un scientifique, moi, pas un grand grec. Mais moi, j'ai des références quand même, parce que moi, c'est mon pays. Et moi, j'ai une histoire, parce que moi, j'ai une famille qui racontait moi une partie de sa histoire. Et moi, je n'attendais pas les dire nous. Il y a rien effacé nous du mémoire là, du qu'on se dirait, eh ben, je de là, si tu ouais, moi, dit, moi, qui réponds nous, parce que moi, pas tout seul. Je de là, moi, regarder, eh ben, nous, gagnons les créoles, nous, gagnons les autochtones, et puis nous avons Bouchinègue qui arrive en 1800 et quelqu'un qui mis ces là. La France est obligée de mettre une statue de autochtone, puisque M. Rive mettait une députée dans la République. Non, il n'est pas autochtone même. C'est pas grave. Non, mais parce qu'on n'aura pas beaucoup de temps. C'est pas autochtone? Non. Non. La définition autochtone. Moi, je ne parler à les peuples autochtones, à nous, à Yéka parler. Non, autochtone, c'est Mounion qui était là avant la colonisation. À ça, nous, carré les autochtones. Donc, elle est amérindienne. Pas seulement. Bon. Elle est amérindienne. Mais bon, tu comprends? Le problème, c'est et donc, arrêtez-nous 3 minutes seulement. Moi, continue à écouter les autres. Parce que moi, je comprendre ça, mais qui m'en y a disparaître. Mais non, mais ils ne vont pas comprendre qui une minute et je laisse Isabelle terminer. Pour la réponse à monsieur Lapoussin.
Oui, non, les bonis, là, il y avait, qu'on a vendus et Ah, qu'on a d'Ardeville, payé. oui. Non, c'est pas vrai. Là, non, je pense qu'on parle pas de la même chose. Hein, non. Bon, on fera une de ça. émission, Non, mais il y a longtemps qu'on veut la faire. Non, Hein. non. C'est vrai que de toute manière, c'est pareil un petit peu avec tout ce qui est. Et Encore une fois, Aline a posé une il faut connaître question l'histoire, oui. et je suis désolé. Aline hein, est pas d'accord hein, avec c'est- cette et notion. Aline, je suis qu'est-ce tout qu'on à fait peut d'accord faire avec Elle a moi. posé- J'ai pas la. qu'est-ce Moi, Qu'est-ce j'ai. qu'on peut faire Moi, j'ai. Est-ce qu'on va laisser le pays comme ça pour nos enfants? Alors moi j'ai envie de répondre C'est ce qu'elle parce a que oui j'ai envie de répondre parce que ça fait trop longtemps maintenant 27 ans que je suis à l'université que j'ai la responsabilité de former à l'université des cerveaux Mhm. d'une jeunesse guyanaise qu'on doit diplômer et je me rends compte que qu'est-ce qu'on peut faire c'est déjà de se prendre en main dans le sens où s'aimer soi-même. C'est extrêmement difficile d'être chercheur originaire en Guyane. Déjà, c'est extrêmement difficile. S'accepter, s'aimer soi-même, déjà avec notre passé, Je notre vous histoire. interromps, Isabelle et Jean, je suis curieux d'entendre. C'est bien de vouloir s'aimer soi-même, Oui, mais mais ça quand veut j'entends dire... Patrick, Non, mais ça est-ce veut que ça dire... veut pas dire qu'il faut d'abord apprendre à se connaître soi-même? Non, mais J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de ça gens qui fait- ne savent ça- pas qui ça ils va sont. ensemble. Tu peux pas s'aimer si tu. Ça, te ça connais va. pas. Oui, pourquoi je dis D'accord. ça? Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai constaté, ça fait 27 ans, hein, donc Ouais. j'ai pris le temps, Oui, c'est vrai. que la parole des chercheurs natifs, locaux, passe toujours au second plan. Elle est moins écoutée, entendue et considérée par D'accord. nos étudiants, même des fois eux-mêmes. Parce qu'ils considèrent que le savoir vient de l'extérieur, il faut l'éprouver, il faut Ah, voir. Et ça, voilà, ça, c'est un peu comme nos qu'est-ce ancêtres qu'on- les Gaulois. ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est déjà justement considérer que nous avons nous-mêmes les réponses et pas aller chercher ni à la COP, Il faut qu'on se connaisse la bien. COP 50, la COP Ah là là. 70, Enfin, le Suriname, le Isabelle, Pérou. vous êtes le... lancée, Non, genre aussi, c'est de faire malheureusement, il faudra qu'on rende c'est de faire l'antenne. vraiment attention à... On a les réponses, voilà. Les réponses sont chez nous. On a les Il faut réponses. savoir les trouver. Elles sont là. avoir le courage de les dire, Non, il faut peut-être aussi. savoir les écouter. Il faut Ah. s'écouter. Jean Et Momou chacun acquiesce. vient avec ses propres convictions. On ne s'entend plus, c'est la cacophonie. Merci Isabelle Hider-Kriski, merci Jean Momou. Je rappelle qu'on a quand même tout parlé là de l'œuvre de Serge Mamlamfouk qui a été honoré. Je vous donne rendez-vous demain. Demain, on parle d'un autre sujet qui va vous intéresser, les missions locales. Les missions locales sont en train de crier, sont en train d'alerter parce qu'on leur coupe les crédits. On reçoit demain Jean-Raymond Passard avec d'autres invités pour parler de l'avenir de la mission locale. Si les budgets français sont adoptés. On dépend encore de la France, hein, vous voyez. Allez, donc bonne journée à toutes et à tous. Merci encore de votre présence. Merci. Radio Pays 105.3 à Sinamari, partageons l'essentiel. Ah, le journal. J'ai oublié d'annoncer.